Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Si c'est la première fois que vous écoutez, eh bien je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Guillaume Comagnac, je suis directeur associé de Tracteur, une équipe tech qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de leurs produits ou services. Et vous l'aurez compris, j'ai aussi le plaisir d'être derrière le micro pour animer ce podcast Open Startup. Vous retrouverez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir et vous proposer un échange avec Simon Brossard. Simon est Head of People and Culture chez l'Empire. Ils vont recruter plus de 70 personnes cette année en 100% télétravail. Un sacré challenge qui va nous permettre d'aborder de nombreux sujets liés à la culture d'entreprise et au recrutement. Comment attirer des talents, quel processus mettre en place, le onboarding et le suivi d'un collaborateur. On va aborder tout ça avec de nombreux exemples et cas d'usage donnés par Simon. Si ces sujets vous intéressent, alors vous allez être comme moi et ne pas voir le temps passer. Bonne écoute! Je suis avec Simon Brossard. Salut Simon. Salut Guillaume. Tu es, depuis quelques temps, tu vas nous le dire, tu relèves un nouveau challenge chez l'Empire, la société dont tu fais partie. L'Empire qui est connu d'ailleurs pour certains de ses services, dont l'Emlist ou l'Emverse. Mais je vais te laisser plutôt toi te présenter et nous présenter aussi cette société. Alors c'est ça. Donc moi je suis. Alors c'est le terme Startup Nation, mais donc Head of People et Culture chez l'Empire. L'Empire c'est la maison mère. En dessous de l'Empire il y a plusieurs projets. Celui qui est le plus connu grâce aux tribulations notamment de notre CEO, c'est l'Emlist. Mais on a aussi plusieurs projets. On pourra d'ailleurs peut-être le réévoquer un petit peu, mais plusieurs projets qu'on relance cette année. On a toujours eu un ADN multi-projet. Il y a déjà eu des projets auparavant qui ont été vendus. Et cette année, on en lance plusieurs nouveaux. Et donc moi, à titre un peu plus perso, j'ai rejoint l'Empire il y a maintenant à peu près 18 mois. Mais ça fait que 4 mois que j'ai changé de rôle et créé ce nouveau département chez l'Empire pour faire face au challenge qu'on va avoir en 2022, qui est notamment, au-delà du lancement des différents projets, de faire à peu près x4 sur l'équipe, donc de passer d'une trentaine, de 25-30 employés à une centaine d'ici l'année 2022. Ok, top. Ben ouais, ça va être tout l'enjeu de nos discussions aujourd'hui, c'est comment on arrive à scaler une boîte d'un point de vue humain et sur cette partie recrutement, constituer une équipe, etc. Donc ça va être un peu tous les thèmes de notre échange aujourd'hui. Donc merci d'être là. Tu parlais des tribulations de votre CEO, on peut le nommer, c'est Guillaume Moubèche qui lui Ouais. est bien visible sur les réseaux et dans les médias. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent aussi à aller voir ce qu'il fait. On peut saluer aussi François et Vianney, qui Bien sûr. sont aussi à la base. Donc oui, commençons. Pour moi, tu l'as dit, c'est le terme très Startup Nation. Comment tu pourrais définir ce que c'est qu'un département People and Culture? Alors, je pense que ça dépend de à peu près toutes les boîtes qui ont ce genre de rôle. Chez nous, il y a deux axes principaux qui vont être forcément une énorme partie sur le recrutement, notamment dans l'année qui arrive. Donc, mon rôle va évoluer au fur et à mesure des années, mais là, clairement, c'est, on va dire, 75% de mon focus, c'est la partie recrutement. Et l'autre sujet, qui est tout aussi important à mon sens, mais qu'on met en place un peu plus lentement, parce que, pareil, on est obligé de créer une base très forte pour que ça tienne, c'est la partie culture. Et nous, la partie culture, il y a deux enjeux principaux. C'est le fait que à 80%, la boîte soit remote et Mhm. que à l'intérieur de la team, on a une petite dizaine de nationalités et on est répartis dans 5 pays différents, donc aussi sur plusieurs fuseaux horaires. Donc les gros enjeux sur la partie culture, c'est on veut garder la cohésion d'équipe, on veut garder ce côté entre guillemets famille. Donc comment on fait pour réussir à animer la communauté des employés de l'Empire. Ok, top. Bah ouais, on verra ça peut-être plus en détail après. On va peut-être commencer, je pense, par la partie recrutement. Tu l'as dit, vous êtes l'idée, c'est de passer d'une trentaine à une centaine. C'est plus de 70 personnes en recrutement là pour vous pour l'année. Comment on Ouais. détermine qu'on a besoin de 70 personnes, mais plus que 50 ou alors 100, tu vois? Enfin, d'où il sort ce chiffre? Donc, comment est-ce qu'on a trouvé ce chiffre de 70? Effectivement, il n'est pas sorti du chapeau. L'idée, c'est, donc, comme je disais tout à l'heure, on va passer de 1 à 4 projets d'ici la fin de l'année. Donc, il y a eu un gros travail fait par les trois founders en fin d'année 2021 sur
à quoi doit ressembler l'équipe dans un an pour que les 4 projets aient leur équipe marketing, que sur la partie produit, ça puisse suivre aussi, et faire en sorte que ça soit des projections qui soient réalistes aussi par rapport au profit de la boîte, à la masse salariale, etc. Donc je pense que c'est un mélange des deux aspects qui fait que on est arrivé au chiffre de 70, et c'est pas qu'un chiffre, c'est que dès aujourd'hui, on va dire à 80-90%, on sait exactement les job titles, les profils qu'on a besoin de recruter d'ici la fin de l'année. Donc, on ne les a pas encore tous mis en ligne parce que les projets sortent au fur et à mesure. Par contre, on a déjà une vision claire des postes qu'il y aura dans l'équipe au début de l'année 2023. Ok, hyper intéressant. Donc, à l'image de ce qu'on pourrait faire pour du développement de fonctionnalités, c'est-à-dire faire une roadmap, là, vous avez fait vraiment une sorte aussi de feuille de route de c'est quoi les talents dont on a besoin pour que chacun des projets vive et explose quoi, dans les mois à venir. Ouais, exactement. Et les 10%, je disais, il y a à peu près 90% des postes où c'est très défini dans notre esprit, mais il y a 10% qui nous laissent cette marge de manœuvre pour plusieurs aspects. Le premier, ça va être les rencontres. Des fois, je sais que moi, notamment dans mon rôle, je fais beaucoup de networking, donc je parle avec plein d'employés de start-up ou d'autres d'ailleurs, tu vois, toutes les semaines. Des fois, on tombe sur des profils avec qui on va se rendre compte que le fit sur le projet, le fit humain est incroyable, qu'en plus, ils ont des compétences très définies et c'est aussi typiquement le genre de profil qu'on recherche. Donc là, on va faire des écarts par rapport à notre plan de recrutement et on va voir si c'est possible de les faire rejoindre l'équipe également. Ok, bah justement, tu touches du doigt quelque chose que je voulais voir avec toi, c'est que ben, on recrute pas pareil, je pense, quand on est une équipe d'une vingtaine de personnes que quand on a envie de recruter 70 personnes. Est-ce que vous avez mis en place un process, on va dire, de recrutement spécifique là pour absorber ben, tous ces nouveaux talents? Parle-nous, est-ce que voilà, vous êtes outillé? Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de l'entreprise? Alors, on a des process quasiment différents pour tous les départements, en sachant que il suit une logique qui est la même, mais le process va être différent. Alors, en gros, déjà sur comment on attire les talents. On a la chance, alors j'aime pas trop ce terme de marque employeur, mais le fait est que, parce que pour moi, c'est la même chose que notre marque tout court. Donc, on a la chance d'avoir une marque qui est assez forte. Donc, aujourd'hui, 75% des candidats viennent en entrant. Donc, viennent on est sur Welcome to the Jungle, donc il y a une plateforme assez connue pour le monde des startups, mais qui nous permet aussi de diffuser, on va dire, nos offres de manière plus générale. Et on va créer, parce que c'est quelque chose qui a toujours marché chez nous, sur la partie, on va dire, commercialisation, donc, c'est pareil pour le recrutement chez nous. On crée énormément de contenu. Et aujourd'hui, on source chacun des candidats. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur le Come to Jungle, il est obligé de nous dire où est-ce qu'il a vu notre offre. Et on se rend compte que plus de la moitié des candidats viennent grâce aux posts LinkedIn qu'on va faire, Twitter ou sur les vidéos YouTube. Donc déjà, on va, entre guillemets, taper dans notre communauté large parce que c'est des gens qui nous connaissent de près ou de loin et c'est comme ça qu'ils découvrent notre offre. Ça, c'est la première partie et qui aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on voulait vraiment le sourcer là sur les 4 premiers mois depuis qu'on s'est lancé dans cette partie de recrutement un peu intensive, on voulait absolument le sourcer pour le mesurer et se dire que, OK, au deuxième trimestre ou au troisième trimestre, où est-ce qu'on va faire le focus en termes d'efforts? Eh ben, on va le savoir parce qu'on va voir d'où viennent les gens qu'on a recrutés. Donc, ça a été important pour nous dès le début de sourcer absolument tous les candidats qui viennent pour savoir comment faire. L'autre partie, qui aujourd'hui compte pour à peu près 25% des recrutements, ça va être la chasse. On n'a pas dans mon équipe aujourd'hui de ce qu'on appelle de talent acquisition manager, puisque c'est moi qui garde ce rôle-là, au moins pour l'année 2022. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que Guillaume a voulu me faire confiance en me donnant la charge de ce département. C'est que ben, j'ai une grosse expérience, moi, enfin une grosse expérience. J'ai une vraie expérience de commercial pendant à peu près 6 ans avant l'Emlist, chez l'Emlist, avant de passer sur la partie people. Et du coup, j'ai arrêté de vendre l'Emlist aujourd'hui. Ce que je fais maintenant, quand je fais de la chasse, entre guillemets, c'est de vendre le projet L'Empire. Donc, mes skills, je pense, de commerciaux sont assez utiles dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'autre axe qui nous permet d'aller chercher des candidats. C'est vraiment cette partie chasse. Et il y a un parallèle pour les commerciaux qui nous écouteront que je trouve toujours très intéressant, qui différencie l'inbound de l'outbound, c'est que en inbound, donc quand les candidats viennent vers nous, c'est des gens qui veulent bosser avec nous. Et dans ce pool de candidats, il y a des gens hyper intéressants et on les recrute.
Mais l'énorme avantage qu'on a en outbound, c'est que ça nous permet d'aller parler avec les candidats avec qui on aimerait travailler. Et Mhm. ça, peu importe à quel point nos offres sont bien écrites, à quel point on fait des beaux posts LinkedIn ou des super vidéos YouTube, ils viendront jamais vers nous par eux-mêmes. Donc, on est obligé d'aller les démarcher, parler avec eux, commencer à créer de la relation, parce que même si c'est pas pour tout de suite, la boîte va continuer à grandir dans les 4 ou 5 prochaines années. Le fait d'avoir cette première relation nous permettra peut-être d'activer et de créer du recrutement plus facile aussi plus tard. Ok, bah hyper intéressant et on voit bien ouais la différence entre bah, comme tu dis outbound inbound, les gens qui vous connaissent, qui connaissent déjà un peu la culture de la boîte, qui voient ben, déjà les valeurs et donc avec qui il y a peut-être déjà un terrain de discussion facile et après il y a les autres où tu vas aller chercher vraiment pour les hard skills, pour aussi le mindset, pour peut-être ce qu'ils ont fait à côté. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais regardé aussi en préparant notre échange une vidéo de Guillaume justement sur sa chaîne YouTube quand il a recruté Nadja, avec qui tu avais toi-même Oui, d'ailleurs une chaîne YouTube. oui. Nadja et Simon, on mettra les liens. Et il raconte comment ça a été, quelle aventure ça a été pour la convaincre. Il partage d'ailleurs un des emails qu'il lui avait envoyé. Et ouais, on sent que sur certains profils, voilà, qui sont très déterminants. C'est un challenge. Comme tu le dis, le parallèle avec le monde commercial, il se fait bien, quoi. Ouais, c'est très très vrai. Il y a un énorme travail de conviction à faire. Et ce que je trouve moi très excitant dans le rôle qu'on a avec ma team aujourd'hui, c'est ce que faisait Guillaume, encore une fois, il y a 3 ans déjà. Et c'est assez étonnant aussi, en tout cas, je sais pas si c'est étonnant, mais pour moi c'est quelque chose de fort de voir que la vision et la manière dont on présente le projet, notre ambition et ce qu'on veut accomplir dans les 5 à 10 prochaines années, ça n'a pas bougé d'un iota. Et Mhm. c'est les mêmes arguments qui ont permis de convaincre Nadia même avec, bon alors j'invite tout le monde à regarder la vidéo de Guillaume pour avoir le détail de l'anecdote, mais c'est les mêmes arguments qui ont convaincu Nadia il y a 3 ans ou 2 ans et demi de rejoindre la team que nous aujourd'hui on utilise pour aller convaincre des nouvelles personnes de nous rejoindre. Donc c'est sûr que ça fait une vraie différence d'avoir un très bon alignement, je pense, entre la vision des fondateurs et la vision de la team People qui est directement dans le recrutement pour permettre de convaincre et d'aller attirer des talents très intéressants chez nous, quoi. Top. Ouais, il y a aussi un autre challenge que vous mettez. On en a parlé en introduction, on l'a dit en une phrase, on a dit plus de 70 personnes en remote. Donc ça veut dire en télétravail, qui sont pas forcément affiliés à un bureau et à une localité. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça ouvre le champ des possibles. Ça fait qu'il y a des gens que vous pouvez recruter partout sur la planète, donc vous limitez pas forcément à des gens uniquement dans un pays. Mais ça rajoute peut-être des contraintes. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y en a des contraintes à recruter en remote et quels sont les avantages? Enfin, j'aimerais t'entendre aussi là-dessus. Qu'est-ce que ça change d'un recrutement peut-être plus classique? Euh, le premier point, juste pour le balayer, parce que de toute façon il est là, et c'est la partie contractuelle, qui est toujours un peu plus compliquée quand on est sur du recrutement international. Je pense que c'est intéressant, même pour ceux qui nous écoutent et qui auront peut-être les mêmes problématiques. Nous, aujourd'hui, on utilise Deal, DEEL, qui permet en fait de travailler avec des contracteurs à l'étranger de manière hyper simple. C'est pas forcément donné, mais nous, sur le temps que ça nous fait gagner, la facilité, c'est un vrai plus. Ça, c'est la partie, on va dire, admin, qui est un peu galère, mais finalement qu'on a totalement surpassé aujourd'hui. Surtout que depuis le début de la boîte, enfin, je crois que le premier employé de la boîte, Vuk, qui est notre head of growth et qui vit en Serbie, c'était en mi-2018 ou fin 2018. Bah voilà, c'était déjà en fait dans l'ADN de la boîte depuis le tout début d'aller travailler avec des employés qui sont à l'étranger. Comme tu le dis, aujourd'hui, nous, on a vraiment cette volonté de n'avoir aucun focus sur notre marché local, qui est le marché français, ni sur la partie commercialisation, ni sur la partie candidat. Donc, tout ce qu'on fait quand on écrit nos job offers, et pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, un candidat étranger, on s'occupe de lui trouver un appartement. On travaille avec un service qui s'appelle Settle Suite, qui va l'aider à faire toute sa recherche d'appartement jusqu'à l'accompagnement et la signature du bail. On va s'occuper de lui faire son visa. Donc, on met aussi et on le met en avant. Je pense que c'est important dans les job offers, qui nous permet d'avoir pas mal de candidats étrangers qui postulent. On le met en avant dans nos job offers qu'on va s'occuper de tout pour soit lui permettre de venir travailler à Paris, s'il a envie d'être avec l'équipe, soit que
ils comprennent très facilement que notre ADN est international et que du coup, ça ne sera pas le seul international et que la vie sera facilitée le plus possible pour lui. Juste pour terminer sur ce qu'on essaye de mettre en place encore pour attirer des talents étrangers. Et des choses qui, à mon sens, sont assez uniques. Bon, toi, tu le sais, pour ceux qui nous écoutent, tous les projets chez nous commencent par LEM, donc par LEM. Et là, la boîte vient d'acheter ce qu'on appelle le LEM Flat, donc qui sera un appartement de un peu plus de 200 mètres carrés dans le cœur de Paris, qui ne sera pas nos bureaux, qui sera simplement un lieu de vie pour tous nos employés. Et l'idée, c'est d'avoir, je crois, 5 ou 6 chambres là-bas et vraiment un grand lieu de vie. C'est aussi de dire à tous nos employés qui vont continuer à bosser depuis leur pays qu'à n'importe quel moment, s'ils veulent venir passer du temps à Paris avec l'équipe, ils viennent, ils ont un logement, ils peuvent rester 2, 3 semaines gratuitement et venir, tu vois, être au plus proche de l'équipe, améliorer la cohésion d'équipe. Et donc ça, c'est typiquement, alors ça arrive début avril, donc bon, j'espère que Guillaume ne tapera pas sur les doigts de l'annoncer, mais c'est quasiment validé, donc je pense que début avril, ça sera possible. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on a énormément de démarches qui visent à attirer ces talents étrangers. Sur le challenge, pour revenir un peu à ta question de départ, le challenge numéro un que je vais avoir, moi, quand je parle à des talents qui sont à l'étranger, notamment sur la partie chasse, c'est qu'ils ne nous connaissent pas encore. Donc là, une des forces qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de contenu, que ce soit sur la culture de boîte à travers les différentes chaînes YouTube. On a même une chaîne YouTube maintenant pour l'Empire, avec un côté beaucoup plus humoristique. Donc ça permet aussi de tout de suite faire comprendre un peu qui on est. Donc ça permet aux gens de nous comprendre plus facilement. Mais après, honnêtement, pour le moment, ça n'a pas été une lutte très très compliquée parce Mhm. que, d'attirer ces talents étrangers, justement parce que c'est facile pour eux, à travers notre contenu, et on revient au contenu, comme je disais tout à l'heure, de savoir qui on est, de comprendre nos ambitions avec la chaîne de Guillaume, de voir que l'environnement va être déjà entièrement international, et ça, additionné au fait qu'on fait tout ce qu'on peut pour le visa, le logement ou le fait qu'ils peuvent venir à Paris facilement, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils comprennent que ça sera des conditions de travail qui seront cool pour eux. Donc, le challenge, c'est plus la notoriété, qui est beaucoup moins forte encore à l'étranger que ce qu'elle peut être en France, mais on arrive à compenser avec tout ce qui a été construit jusqu'à aujourd'hui. C'est top, c'est plein d'enseignements déjà dans tout ce que tu as dit. Je pense qu'il y a deux choses moi que je retiens vraiment, c'est faciliter la vie des personnes que tu embauches. C'est pas mettre le poids et la complexité sur eux, que ce soit d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue logistique. Ça, c'est vraiment à souligner. Et le second point, c'est toute cette partie contenu. On y revient. J'ai l'impression que c'est dans l'ADN de la boîte maintenant. Ouais. Et qu'au final, c'est un allié qui est à 360, quoi, parce que ça sert le business, ça sert le recrutement, ça sert la notoriété. Enfin bref, c'est vraiment hyper enrichissant. Ouais, c'est vraiment sans fin la partie contenu. Moi, je l'ai appris en arrivant chez Lamist, la puissance que ça avait, mais c'est vraiment sans fin. Que ce soit sur la partie commerciale ou sur la partie recrutement, ça nous permet en fait de poser les bases de qui on est, quelle est notre ambition, est-ce que je vais me sentir bien dans cette équipe, et t'as pas besoin d'avoir fait 4 entretiens avec nous pour savoir qui on est. Et d'ailleurs, tu vois, pour un peu l'autre côté de la pièce, ça nous permet aussi de trier les gens qui candidatent. On voit très très vite dans les messages qu'on nous envoie, est-ce que les gens ils ont fait l'effort un tout petit peu de regarder qui on est, de regarder un peu quelles sont nos ambitions, etc. Et aujourd'hui, tu vois, dans l'ère, alors je vais parler comme un boomer, dans l'ère du digital, il n'y a pas d'excuse, tu vois, de ne pas avoir fait au moins une demi-heure de recherche sur qui on est, parce que c'est hyper facile et que nous, en termes de contenu, t'en as de tous les côtés, quoi. Donc, ça nous permet aussi de faire pas mal de tri sur les candidats entrants qui arrivent où, en toute honnêteté, aujourd'hui, 90% des candidats entrants ne vont même pas en premier entretien. Ok. Et il y a combien d'entretiens? Parce que tu dis premier entretien, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étapes ou comment ça se Alors, passe? il y a en général entre 3 et 4 étapes selon les départements. La première, quoi qu'il arrive, peu importe le poste, c'est un entretien avec moi ou Lucille de mon équipe qui n'est pas basé sur la partie hard skills, qui est basé sur le fit culturel. Donc, où on est vraiment que dans une discussion, où d'ailleurs, en général, la moitié de l'entretien, c'est le candidat qui va nous poser des questions pour mieux comprendre l'entreprise, mieux comprendre la position. Et ça, c'est le premier filtre qu'on fait avec tout le monde. Donc, c'est vraiment un entretien qui est que basé sur la partie culturelle. Et ensuite, tu as en général un entretien avec le head of du département dans lequel tu as candidaté, un Mhm. test et un entretien avec un des founders avant qu'on fasse une proposition.
OK. Ouais, hyper intéressant. Mais ça me fait penser à, je sais pas si tu l'as écouté, mais en tout cas, je t'inviterai ou je te le partagerai après. Mais j'avais aussi enregistré avec Rodolphe Barrère de chez Potluck, qui est aussi une startup qui a recruté une centaine de personnes très, très, très rapidement. Et lui, il disait que ça lui prenait beaucoup de temps, mais que c'était toujours lui, le dernier, qui faisait un dernier entretien, même un 15 minutes, même un 15-20 minutes, pour vraiment finir d'appuyer ce fit humain, culturel, vision. Donc, du coup, c'est un bon enseignement. Je comprends bien chaque étape. Et quelque chose sur lequel je voulais rebondir, qui va nous amener sur le sujet de la diversité. Si je te dis il faut embaucher au potentiel et non à l'expérience, est-ce que ça te parle, ou alors vous recrutez que des HEC Polytechnique et Non. Alors, il y a une exception dans la team, nous, c'est l'équipe produit. D'ailleurs, l'équipe produit, donc tech, dev, j'entends aujourd'hui, elle est uniquement française, remote, mais française. Donc, on n'a personne à Paris. Mais par contre, et ça, c'est la vision aussi de François et Vianney, qui sont les deux co-CTO et les deux co-founders, c'est d'avoir pour encaisser la croissance qu'on se prend aujourd'hui, le lancement du multi-projet, on est encore dans une, et c'est pas qu'on est contre, mais on est encore dans une étape où c'est important d'avoir que des profils très seniors dans l'équipe. Donc, je pense que la moyenne d'âge est au-dessus de 35 ans aujourd'hui dans l'équipe dev. Et c'est, je pense, le seul département où les 10-15 ans d'expérience sont quasiment des prérequis pour pouvoir rentrer chez nous. OK. Par contre, dans tout le reste de la team, il n'y en a aucun qui aujourd'hui, que ce soit marketing, sales, il n'y en a aucun qui est arrivé avec une expérience de 5 ans dans une énorme scale-up, SaaS, etc. On a tous été pris avec des expériences intéressantes, forcément, mais rien à voir avec ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui chez l'Empire. Et on a plein d'exemples. Aujourd'hui, on a par exemple, je pense à Kevin, Kevin qui est arrivé en tant que stagiaire qui nous a fait une candidature absolument incroyable. Où, alors, il est arrivé sur un stagiaire plus ou moins bras droit du CEO. Maintenant, il est sur le point de commencer à gérer une équipe. Et je te parle de ça, c'était il y a 8 mois qu'il est arrivé. Donc, c'est OK. encore assez récent. À tel point que lui, je pense, a vraiment adoré aussi les responsabilités qu'il a eues très rapidement parce qu'il les a méritées très rapidement. À tel point qu'il a décidé d'arrêter ses études pour passer sur un temps plein chez nous. Donc ça a commencé par une super candidature. Kevin est arrivé, il avait 21 ans. Donc il va avoir 22 ans ou il vient d'avoir 22 ans aujourd'hui, je sais pas exactement. Et aujourd'hui, il gère un de nos projets les plus importants, qui est une nouvelle communauté qu'on a lancée qui s'appelle la Bootstrap Family, qui est une communauté pour les entrepreneurs autofinancés, qui est un de nos plus gros projets de 2022. Et aujourd'hui, c'est lui qui est totalement honneur sur ce sujet-là. Donc, tu vois, il est arrivé avec aucune expérience et moins d'un an plus tard, il gère un des projets les plus importants. Et un autre exemple que je pourrais donner, c'est Nina, qui est arrivée donc dans la team vidéo en tant que monteuse. Pareil, Nina qui est arrivée, qui avait 21 ans et qui aujourd'hui, à chaque fois que le head of vidéo est pas là, gère toute l'équipe vidéo où il y a quand même 9 ou 10 personnes aujourd'hui. On a une très grosse équipe vidéo. Donc pareil, elle est arrivée toute timide pendant le premier mois. Elle a commencé à prendre du plaisir dans ses missions, à apprendre à connaître l'équipe, etc. Et puis on l'a vu mais skyrocket en un an sur sa capacité, sa manière de gérer les projets, le fait d'assumer les responsabilités. Donc, on a pas mal d'exemples comme ça de très jeunes qui nous ont rejoints et qui ont réussi vraiment à éclore hyper rapidement chez nous, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très cool. Et on sent pas, tu vois, alors je me considère pas très vieux, tu vois, je viens d'avoir 30 ans, mais on sent pas de différence dans les échanges au quotidien. J'ai pas du tout l'impression de travailler avec des gens qui ont 10 ans de moins que moi. Il y a vraiment un équilibre Mhm. qui a été fait. Et je pense que du coup, c'est l'alignement culturel de base qu'on a au recrutement nous permet d'avoir un peu cette harmonie à l'intérieur de l'équipe. Waouh, félicitations à Kevin, à Nina et puis à tous Ouais. les autres. Et Alors, puis, c'est des beaux exemples, franchement. Et puis, ça prouve que c'est pas parce que tu es plus jeune que tu as moins de talent. Voilà, si tu as envie de prendre des responsabilités et que tu as envie de t'investir, go for it. Et puis, si ça fonctionne, il y a un côté aussi peut-être méritocratie, tu vois. J'ai le sentiment. Je voulais revenir parce que là, on a eu des bons exemples. Est-ce que sur ces différentes étapes de validation avec les 4 entretiens, avec toutes ces choses mises en place, est-ce que du coup, vous arrivez à avoir le moins de fail en matière de recrutement, tu vois, où ça arrive quand même et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, tu vois, est-ce que
il y a une tentative de revoir si la personne est à la bonne place dans l'entreprise, ou alors vous dites juste, ben, on n'a pas le temps, si tu te sens pas ici, ben, sens-toi libre de partir. Et puis, ben, tu vois, comment ça se passe sur les aspects où quand les personnes n'ont pas envie de rester, ou qu'elle n'est pas au bon endroit, quoi. Ça a été, je pense, top 3, un des top 3 plus gros enseignements qu'on a eu en 2021. Je suis content d'avoir posé la question alors. Ouais, ouais. Non, non, ça a été un des gros enseignements parce qu'en 2021, il y a eu des recrutements assez rapides aussi. Alors, beaucoup moins rapides que maintenant, mais quand même, on a pas mal recruté et on avait zéro structure. Il n'y avait pas de département people, chacun avait son process de son côté, etc. Et on a fait des erreurs, des grosses erreurs. Je pense qu'il y a eu à peu près six personnes qui ont dû être, donc qu'on a laissé partir, hein, qui ont été virées, tu vois, pour dire les termes, en fin d'année. Ça a été une période qui a été hyper dure dans la boîte. Je pense que moi, dans les 18 mois que j'ai passé chez l'Empire, ça a été les 3 semaines à moi les plus dures à passer dans la boîte pour tout le monde. Donc, ça a été, je pense aussi, un des déclencheurs de la réflexion de Guillaume de se dire il faut absolument qu'on structure la partie recrutement, la partie onboarding, les process pour ne pas reproduire ces erreurs-là. Je pense que, alors je touche du bois, tu vois, mais que avec les process, on a beaucoup plus de filtres. Évidemment, on va continuer à faire des erreurs, ça c'est pas possible autrement parce qu'on recrute beaucoup et assez vite. Mais je pense que on va limiter 90% des erreurs qu'on a pu faire auparavant avec les nouvelles personnes qu'on recrute. Et le fait est que un point qui est hyper important chez nous, ça reste la période d'essai. On sait très bien que malgré les différents filtres de recrutement, ça n'empêche pas des fois de se rendre compte que l'alignement entre les attentes du candidat et nos attentes peut être pas bon. Et donc, nous, la période d'essai, en général, c'est vraiment une période d'essai. On regarde beaucoup ce qui va se passer. On fait confiance, évidemment, mais on veut voir la volonté de se donner pour la boîte. Et tu vois, on a des valeurs de boîte, hein, donc comme toutes les startups. Mais la première qu'on a, et je pense assez unique, je ne crois pas avoir déjà entendu de boîte qui l'avait, c'est la loyauté. C'est notre toute première valeur aujourd'hui, nous chez l'Empire, c'est la loyauté. Donc, on a aussi envie de ressentir ça. Je pense que on met les gens dans des conditions de travail qui sont très, 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 très bonnes sur la partie salaire, sur la partie projection, sur la partie évolution. Tu vois, je pense qu'un tiers de l'équipe a été promu ou augmenté en 2021, mais on attend de l'autre côté d'avoir l'implication qui suive. Et même si c'est pas forcément les résultats, tu vois, c'est pas une question de. Alors, j'ai les termes anglais, mais peut-être que tu vas pouvoir m'aider à traduire. C'est pas forcément une question de outcome, mais c'est une question de output. Donc, qu'est-ce que les gens font tu vois ce que je veux dire? Et ça, on est très Complètement. attentif à ça sur les 3 premiers mois de la période, les 3 mois de période d'essai. Ouais. Oui, tu dis que tu as du mal à traduire parce qu'il faut peut-être le dire. Je crois que la culture de boîte fait que tout est en anglais chez vous, hein. Ouais, j'étais sûr que ce sujet allait arriver. Ouais, ouais, effectivement, nous, on parle uniquement en anglais tout le temps. Donc, il y a des fois, tu sais, des mots où tu oublies comment le dire en français de la même manière. Même la partie tech que Non. française, ouais? Non. Alors, on va dire qu'entre eux, ils parlent français. Ouais. Par contre, dans leur communication avec le reste de l'équipe, là, c'est en anglais. Donc, que ce soit sur Slack ou sur Lemverse, qui est notre bureau virtuel, la communication se fait en anglais de manière générale. Mais effectivement, c'est un peu notre petit îlot patriotique français, la Team Tech. Et encore, on est ouvert à d'autres nationalités, mais on veut le même fuseau horaire et que la langue française soit parlée couramment. Donc, c'est pas français, c'est francophone, on va dire. Yes. Du coup, quand tu as abordé la période d'essai, moi, ça nous fait une transition toute faite pour parler de la partie onboarding, en fait, parce que je pense que un recrutement réussi, il est grandement en partie réussi par le onboarding qu'on fait du collaborateur. Surtout, vous, dans votre période où vous allez recruter beaucoup de monde, des fois, j'imagine, vous recrutez, il y a 3-4 nouvelles personnes qui arrivent dans une semaine. C'est quoi le programme que suit un collaborateur? Et tu vois, est-ce qu'il y a des petits trucs que vous faites chez vous que tu pourrais nous partager, qui pourraient être inspirants pour des personnes qui nous écoutent? Alors déjà, j'ai l'énorme chance d'avoir dans mon équipe Elodie, qui, donc avant que le département People soit créé, qui était Office Manager, qui s'occupait déjà en grande partie de l'onboarding et de la partie contractuelle des nouveaux employés. Donc maintenant, elle est dans mon équipe, mais c'est elle qui a gardé ce rôle-là. C'est aussi un peu son rôle, entre guillemets, hein, de maman de la boîte. Donc, tu vois, c'est quelqu'un de très posé, de très bienveillant, et je pense que ça aide beaucoup en général les nouveaux à arriver à se sentir bien.
De manière très concrète, c'est des choses qu'on continue à faire évoluer. Aujourd'hui, évidemment, il y a les premiers jours, on va dire, où les gens vont se former sur la partie outils. Il y a aussi, puisque l'Emlist reste le projet qui est lié à 80% de nos recrutements, il y a une vraie demande de notre part à ce que les gens comprennent exactement ce que c'est de faire de l'outbound. Donc là, en général, on va leur donner les formations que Guillaume avait fait. Donc, on a des masterclass de cold email, d'outreach sur LinkedIn, etc. On va leur demander d'utiliser l'outil. Alors, Mhm. jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on demandait de faire, c'était de créer une campagne pour faire du networking. Donc, par exemple, tu arrives, tu es content marketer et tu vas faire des vidéos YouTube pour la chaîne Lemlist. On va te demander d'utiliser Lemlist, d'aller lister les 15-20 personnes que tu trouves inspirantes et qui font de la vidéo et de faire une campagne pour aller discuter avec eux. Donc, on va te faire utiliser l'outil pour que tu comprennes comment il marche. Même si tu vas pas être quelqu'un qui va faire des campagnes tous les mois, au moins tu vas comprendre comment il marche. Et surtout, tu vas comprendre quelque chose qui est dans l'ADN de la boîte, c'est faire du networking, c'est ce qui nous sauve de à peu près 90% de nos problèmes à tous les niveaux. Et c'est quelque chose que Guillaume a instauré au tout début quand on était encore assez peu nombreux et que maintenant qui est vraiment rentré dans la culture de boîte. Donc, on va te montrer que ça marche déjà d'utiliser les outils comme Lemlist et que tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te répondre, que tu vas pouvoir les rencontrer. Et surtout, tu vas déjà aller trouver des idées, tu vas déjà aller trouver des solutions à tes problèmes en parlant à d'autres gens. Donc ça, on va dire que ça va déjà prendre à peu près 1 à 2 semaines sur les nouveaux qui vont arriver. Et ensuite, le head of va prévoir un planning d'onboarding différent selon les différents postes. Donc là, ça va vraiment être encore assez varié euh, selon le département où où un candidat va arriver. Et tu vois, tu disais le recrutement, c'est pas que de lui faire signer son contrat et après un peu freestyle. Je pense que ce que je voulais ajouter, c'était que ouais, c'est donc de le faire accepter de nous rejoindre dans la team, de faire en sorte que ces 3 premiers mois de période d'essai qu'on lui donne toutes les armes pour que ça se passe bien. Mais c'est Mhm. aussi réfléchir à comment est-ce qu'il va s'intégrer dans la boîte sur les 2, 3, 4 prochaines années. Donc là, on est en train de mettre en place toute la partie formation. Tu vois, Mhm. on dit souvent chez nous en interne qu'on veut que les employés grandissent plus vite que la boîte, parce que c'est nous qui allons réussir à tirer le projet vers le haut. Donc là, l'objectif en ce moment, c'est que tous les mois, 5 employés puissent accéder à une formation. Donc on discute avec leur head of, on discute avec eux pour comprendre sur quel aspect on peut les former qui va être lié avec les OKR de la boîte, les objectifs de la boîte. Et on a pour objectif tous les mois que 5 nouvelles personnes soient formées sur du management ou alors sur des skills très précis parce que l'équipe dev a besoin d'upskills sur un sujet en particulier, par exemple. Donc on essaie d'avoir, et encore une fois, enfin, rien n'est parfait pour le moment, tu vois, c'est vraiment Ouais. un travail en cours, mais on essaie d'avoir cette vision long terme pour lier aussi la valeur que je te disais de loyauté avec la culture de boîte. Donc on veut que les gens ils sentent que ok, tu vas arriver chez l'Empire, tu vas être bien payé, tu vas être dans une équipe qui est soudée. On va essayer de faire en sorte que tu grandisses le plus vite possible et le mieux possible, et pas sur 3 mois, mais sur 1, 2, 3 ou 4 ans, le temps de ta durée de vie chez nous. Ok, hyper intéressant. Et du coup, j'imagine que ça s'accompagne forcément de points de contact aussi avec chaque collaborateur pour voir où est-ce qu'ils en sont. Parce que quand tu démarres une formation, c'est pas, enfin, ça peut être juste pour le kiff, tu vois. Mais si je repense à Kevin ou Nina, s'ils prennent des formations en management, c'est certainement parce Ouais, que c'est ça. sur la partie vidéo, un jour, ils seront amenés à gérer plusieurs personnes, vidéomakers, etc. Et du coup, ma question, c'était vraiment dans la continuité, est-ce que vous avez des points réguliers avec chacun des collaborateurs ou alors des points d'équipe, des moments, tu sais, je pense, il y a beaucoup d'équipes remote qui régulièrement font 1 à 2 fois dans l'année des summits où ils réunissent toute la boîte. Parle-nous un peu de la partie personnelle et de la partie collective, tu vois. Là, il y a, et c'est le rôle des founders et le mien au fur et à mesure de responsabiliser chacun des head-off pour toujours être un petit peu à l'affût de quel type de formation, quel type de skills est important et qu'on n'a pas aujourd'hui et sur lequel on veut faire progresser. Encore une fois, c'est Elodie dans ma team qui est en communication
permanente, non, mais tu vois, on va dire au moins bimensuelle ou mensuelle avec les différents head-off pour pouvoir être sûr que on n'oublie personne. Mais après, c'est comme tout, il y a un gros travail de priorisation que pareil, fait Elodie avec moi pour être sûr que, parce que tout le monde a besoin de faire de formation d'une manière ou d'une autre, tu vois. Moi, le premier, les fondateurs aussi, tu vois, tout le monde a besoin d'upskill à certains niveaux. Donc, on est obligé de prioriser les formations pour faire en sorte que ça soit aligné avec les objectifs à court, moyen et long terme de la boîte. Donc ça, c'est un gros point qui nous permet de savoir qui doit être formé, sur quel sujet et dans quel timing. Et après, je pense qu'il y a aussi un feeling global qui arrive grâce au moment où on est tous ensemble. Donc, tu vois, il y a, dans la semaine, déjà, on a des points avec toute la boîte le lundi. On a des points avec tous les head-off de manière hebdomadaire. Depuis, donc c'est encore très récent, mais on vient de recruter Laura dans mon équipe, qui a un job title, je pense qu'on ne croise pas souvent, qui est Culture Manager chez nous, et qui a comme seule mission de s'occuper que la cohésion d'équipe, les rencontres se fassent de manière hebdomadaire, d'organiser des traditions. Donc, ce qu'on appelle chez nous les traditions, c'est des événements quotidiens. Pour l'instant, il y en a 2 dans la semaine. Le but, c'est d'en avoir quasiment un tous les jours. Et aussi des événements un peu plus ponctuels. Donc, tu vois, d'avoir une grosse activité une fois par mois. On part en team building à l'étranger 1 ou 2 fois tous les ans. Donc, tu vois, on essaye d'avoir, et on a eu besoin très rapidement de se dire les problématiques de multiples nationalités, le remote, le travail asynchrone. On a rapidement ressenti le besoin d'avoir quelqu'un qui pourrait être à plein temps sur ça. Parce que c'est le rôle de ma team, mais clairement, j'ai été un peu obligé de choisir mes batailles au début, quand j'ai pris le département People, parce que, bah, tu vois, je pense que ça aurait été une erreur de vouloir tout gérer en même temps, et j'en aurais pas été capable. Donc, on essaie de s'entourer, même dans la team People, de gens qui sont capables de prendre tous ces sujets assez importants, d'être totalement honneur de leur sujet et de pouvoir faire avancer ces problématiques-là. Bah, hyper intéressant. Merci pour le partage. Et bien sûr que ça me paraît du bon sens, mais aujourd'hui, c'est plus mettre un baby-foot et filer des lunchs gratuits. C'est bien plus que ça qu'attendent les gens. Enfin, c'est aussi un mode de vie. Ça va bien au-delà que juste le travail. Enfin, surtout, j'ai le sentiment, bah, tu me diras, hein, toi qui es peut-être plus au contact là avec tous ces recrutements, mais après la période qu'on a connue, la crise sanitaire, ça a recontrebalancé le type de boîte dans lequel on a envie de travailler. C'est des boîtes dans lesquelles on a envie de se sentir bien en tant que personne et pas juste en tant que collaborateur. Donc ouais, j'imagine que c'est un grand chantier et qu'au final, ça s'arrête jamais en fait. C'est pas comme le dev d'une fonctionnalité où à la fin, ben, elle fonctionne et c'est fini. La culture d'entreprise, t'es sans cesse en train de la bâtir, la moduler parce que ça se fait aussi avec les gens qui l'alimentent. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on essaye aussi de trouver des moyens de mesurer tout ça. Donc, on a fait à peu près le tour de tous les outils qui permettent de prendre le pouls, on va dire, de la boîte. Et je pense qu'on va en prendre un parce que on a envie d'avoir de la donnée un petit peu sur est-ce que les gens vraiment se sentent bien. Mais on s'est rendu compte assez récemment qu'on avait un indicateur qui nous permettait de se rendre compte que les gens se sentent bien dans la boîte. C'est alors, le mot en anglais, mais c'est le referral naturel que nos employés vont faire pour des amis à eux afin qu'ils nous rejoignent. Et ça, on se rend compte qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on ait quelqu'un de l'équipe dev, quelqu'un de l'équipe marketing, quelqu'un de l'équipe sales qui va nous envoyer un candidat pour rejoindre l'équipe. Et quand j'en discute avec eux derrière, ils nous disent, bah ouais, bah en fait, je me sens bien, je me sens valorisé, j'ai de la liberté dans ce que je fais à l'intérieur de la boîte. Du coup, ben voilà, j'ai Julien récemment, qui est dans l'équipe développement, nous a dit de contacter un ancien collègue à lui qui est en train de réfléchir un petit peu, qui est dans un grand groupe aujourd'hui, qui a beaucoup d'expérience, mais qui voit Julien s'éclater depuis 1 an et demi, qui a rediscuté avec lui il y a 2 mois, tu vois, et lui dit, OK, en fait, si je dois faire un move, je crois que j'ai envie de venir chez vous. Et donc ça, tu vois, on va jamais aller le mesurer et calculer le nombre de référents qu'on aura eu par les employés, mais on sait que c'est un des signes qui nous montre qu'a priori on va dans le bon sens et qui nous fait vachement plaisir. Et moi, évidemment, mais aussi les founders, parce que vraiment, je pense que c'est un indicateur qui nous fait dire que on va dans le bon sens sur cette partie culture de boîte et comment est-ce que on s'occupe et on fait grandir les employés quand ils nous rejoignent.
Top. Je compte sur toi. Tu as fait plein de name drop de plein d'employés de l'Empire. Je compte sur toi pour les mentionner lorsqu'on partagera l'épisode, parce que moi, ça va être Je, difficile de tous les retrouver. je le ferai, je le ferai. Nina, Kevin, Julien, pour le moment. Il y a un dernier gros sujet qu'on n'a pas abordé et qui, je pense, est ultra intéressant. Et tu vas beaucoup mieux l'expliquer que moi, c'est le désir des fondeurs de reverser des bonus à l'ensemble des collaborateurs. Mhm. Raconte-nous ça. Je reste exprès très, très mystérieux parce que je préfère que ce Ok. soit toi qui le dises avec les bons termes. Et c'est cool que tu puisses parler de ça parce qu'il y avait une dernière idée que je voulais te partager, et qui me permettra de rebondir sur ta question, c'est la notion de liberté. Et à titre personnel, j'ai rien contre la levée de fonds, tu vois. Mais par contre, maintenant que sur certains candidats, je me retrouve en concurrence avec des boîtes qui ont levé des dizaines ou des centaines de millions, je commence à comprendre un petit peu les arguments qui vont faire mouche, les faiblesses qu'on a et les forces qu'on a aussi. L'avantage majeur qu'on a aujourd'hui à être une boîte, je parle pour le recrutement, à être une boîte bootstrappée, donc en autofinancement, pour moi, c'est la liberté qu'on donne à nos employés qui est dans l'ADN de la boîte. Tu vois, là, on décide de lancer 4 projets cette année. C'est un argument majeur qui me permet aujourd'hui de convaincre les gens que ils auront énormément de liberté chez nous, que si ils travaillent dur, ils vont pouvoir aussi basculer de projet en projet, prendre des responsabilités rapidement, monter des équipes autour d'eux. En général, c'est les arguments qui font mouche. Mais effectivement, comme tu as raison, comme tu le disais, pardon, le fait que on n'ait pas d'investisseurs qui nous disent quoi faire avec notre argent, ça permet aux founders de faire des choses qu'on voit en général très peu ailleurs, notamment, comme on l'avait fait en 2021 et comme on va le reproduire cette année, de partager les profits de la boîte. Donc de se dire, déjà chez nous, il n'y a pas de bonus par département. Tu sais, on est dans pour l'Emlist en tout cas, on est sur un produit qui est vraiment, dont la croissance est drivée par le bouche à oreille, le marketing, mais pas par que l'équipe commerciale, que l'équipe produit ou que l'équipe marketing. Donc il y a eu cette décision de ne pas avoir de bonus par département, mais d'avoir le même bonus pour tous les employés de l'équipe. Peu importe ton ancienneté, peu importe l'impact réel que tu auras eu sur l'année en cours. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qu'on a fait en 2021. Et d'ailleurs, je peux partager les chiffres parce que je pense que c'est les choses qui sont rares et qui sont cool, où les fondateurs ont décidé de reverser à tout le monde 15 000 euros bruts à la fin de l'année. Ce qui faisait, je crois, à peu près un peu plus d'un demi-million de dollars au total reversés par les founders. Ça, je pense que c'est des choses qui sont pas possibles quand tu es dans des boîtes où il y a des investisseurs ou des VC, etc., qui backent la croissance, parce qu'il y a toujours 50 étapes différentes avant de pouvoir mettre en place ce genre d'action. Donc, cette liberté-là qu'on a permet de faire des choses comme ça, et c'est des choses qu'on veut continuer de faire. Et c'est marrant parce que c'est un challenge aussi pour nous. Tu vois, je disais Nina, Kevin et tout, et ils sont hyper jeunes. Eux, ils arrivent dans une boîte où la première chose qu'ils voient, c'est que les profits sont partagés. Donc moi, c'est un peu mon rôle aussi quand j'explique ces parties bonus, de dire ouais, mais ça, c'est dans Ça porte 99 bien son startups nom, c'est sur. un bonus. Ouais, c'est ça. Faut pas venir pour ça. Si t'es drivé par ça, c'est une mauvaise motivation, quoi. Et surtout qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de boîtes, tu vois, 90 boîtes sur 100, même les startups, où ça n'arrive pas. Il y a des bonus pour les équipes commerciales en général, mais il n'y a pas un repartage des richesses comme on essaie de le mettre en place chez nous. Donc, encore une fois, c'était une expérience qui s'est plutôt bien passée pour nous en 2021, qu'on va reproduire en 2022. J'espère, et moi c'est mon rôle auprès des fondeurs, de faire en sorte qu'on puisse le garder pendant le plus longtemps possible. Mais c'est sûr que sans dire que ça te change une vie, ben, tu vois, 15 000 euros brut, c'est un sacré coup de pouce si tu veux faire un apport pour acheter ton premier appart. Pour ceux qui s'acheter une voiture, bah, tu vas pouvoir t'acheter une voiture. Et c'est en plus de salaires qui, à mon sens, hein, on paye des salaires au-dessus du marché. Donc, non, vraiment, cette partie-là est très cool. Et moi, enfin, comme je disais, c'est mon rôle. J'espère qu'on va pouvoir le faire durer pendant toute la durée de vie de la boîte, quoi. En tout cas, ça fait partie d'une palette d'initiatives qui sont intéressantes aussi pour attirer des talents malgré tout et puis pouvoir fidéliser des gens, pouvoir les encourager aussi à travailler. Et le fait que ce soit
flat, enfin que tout le monde puisse bénéficier de ça. Ça crée aussi une sorte de force collective où t'as pas le sentiment que il y a que les sales qui sont remerciés parce qu'ils ont apporté les clients. Bah non, une entreprise c'est tout le monde quoi. Surtout sur des outils techniques, c'est la tech, mais c'est aussi le support. Enfin tous les gens qui répondent Ouais. aux messages au quotidien, etc. Donc ouais, hyper cool. Le temps a filé, hein, et on va essayer de rester dans un délai raisonnable. Moi, il y avait une chose que j'avais envie de t'interroger de toi personnellement, Simon. Un des mantras de la boîte, même si je sais que vous en rigolez beaucoup entre vous, de ce que je vois, c'est do what you shouldn't. Donc Mhm. globalement, fais ce que tu ne dois pas faire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que toi, dans les derniers mois, tu as fait que tu n'aurais pas dû faire chez l'Empire. Euh, c'est une bonne question. Alors, on va dire, j'ai eu des idées peut-être un peu trop originales. Je parle pour vraiment de ce que j'ai fait depuis que j'ai pris le rôle de Head of People. Ouais, Je pense qu'on a eu des idées, mais c'est pas grave, hein, c'est des tests et c'est des leçons qu'on a retenues, mais des idées un peu trop poussées sur comment on pourrait faire du recrutement, du type lancer des énormes campagnes d'ads sur TikTok pour essayer d'aller recruter des profils. Et je me suis retrouvé avec un nombre de 0 candidats après quelques milliers d'euros dépensés. Donc, tu vois, le do what you shouldn't, c'est aussi une manière de dire tester des choses qui ne se font pas aujourd'hui. Et c'est pas grave si tu rates. Et qu'est-ce que tu vas en tirer comme leçon et comment tu vas faire pour évoluer derrière. Donc, tu vois, c'est la chose qui me vient à l'esprit directement. De manière plus générale, j'en avais pas parlé au début, mais moi, avant de rejoindre Lemlist, j'avais donc avec mon associé, qui était aussi mon cousin Samy, on avait monté une petite agence d'acquisition et où on mettait en place Lemlist, donc acquisition B2B outbound, où on mettait en place Lemlist chez nos clients, où je travaillais, tu vois, 2, 3 jours par semaine, où je gagnais bien plus que ce que je gagnais quand je suis arrivé chez Lemlist. Et pour autant, j'ai décidé d'arrêter ma petite aventure entrepreneuriale, de reprendre un poste de CDI. Ça, je pense que c'est quelque chose qui était très contre-intuitif à faire à l'époque. Et maintenant, tu vois, quasiment 2 ans plus tard, je me rends compte à quel point ce choix que j'ai fait de revenir sur un CDI, revenir avec toutes les contraintes qu'un CDI peut donner, a sûrement été la meilleure décision de ma vie en termes de carrière, j'entends. Mais même au niveau personnel, pour être honnête, je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie, d'en discuter avec Samy à l'époque et de lui dire, on connaît la puissance de l'outil, tu vois, on vient de l'utiliser pendant 2 ans. Il recrute quelqu'un sur le marché français. Si je postule pas, je pense que je vais avoir des regrets toute ma vie. Et ce moment-là où je me disais que ce serait impossible pour moi d'être pris dans la boîte, j'aurais sûrement ne pas dû le faire parce que j'avais un rythme de vie qui était très cool. Je gagnais bien ma vie, ça se passait bien avec nos clients, mais j'aurais pas dû le faire. Je l'ai fait et tu vois, 2 ans plus tard, pour la première fois de ma vie, je suis dans une boîte où je sais que sauf cataclysme, hein, j'y suis pour les 5 prochaines années au minimum encore, et je me suis jamais autant projeté dans un projet comme. Et je dirais même que je me suis presque jamais senti autant entrepreneur que en travaillant chez l'Empire. Donc ouais, des fois les décisions contre-intuitives, elles peuvent apporter des trucs très cool, soit des leçons comme ne faites pas des campagnes de recrutement sur TikTok quand vous ne savez pas faire, ou alors tu vois des belles aventures comme bah, des fois laisser tomber son projet entrepreneurial pour repartir en CDI, ça peut faire beaucoup de sens, ça peut te rendre absolument absolument heureux. Top, moi je suis, ça se sent en tout cas, vu comme tu as parlé de façon passionnée tout au long de notre échange, c'est, ça sent que tu es à la bonne place en tout cas. C'est vrai que avant l'épisode, je le dis, tu me faisais part de un doute en disant ouais, au final ça fait que quelques mois que je suis sur ce département parce que ta vraie expertise c'est l'outbound, le growth, la partie vraiment plus développement d'affaires, sales. On aurait presque pu il y a quelques mois faire un épisode dédié à ça ensemble. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai envie de te dire merci parce que merci pour tous les partages, c'était hyper intéressant. Tu m'as confié t'être beaucoup intéressé au sujet. Donc, est-ce qu'il y a des ressources particulières, ça peut être un livre, un podcast, je sais pas quoi, qui ont été importantes pour toi sur cette partie people, culture, que tu aimerais nous partager? Alors, à contre-courant, je vais ni te citer de podcast ni de livre. Ce que je vais te dire, c'est les gens que j'ai pu rencontrer dans les 4 derniers mois. Je pense que j'ai dû Ok. rencontrer une quinzaine de Head of People, Head of Culture, de boîtes plus grosses que moi et de boîtes plus petites que moi, et c'est là que j'ai le plus appris. Donc c'est dans les discussions, et je reviens à ce que je disais
au milieu du podcast, c'est de continuellement faire du networking, discuter avec des gens pour partager moi ce que je peux apporter, mais aussi poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit, discuter des best practices. Donc vraiment, c'est moi ce qui m'apprend le plus, c'est d'aller discuter avec des gens. Je suis pas un très gros consommateur de podcasts, j'en écoute quelques-uns de temps en temps. C'est comme ça d'ailleurs que j'étais tombé sur le tien. Mais autrement, c'est vraiment la discussion et les rencontres avec les gens qui m'apprennent le plus. Et donc, le conseil que je peux donner à n'importe qui, et pas qu'un nouveau DRH ou un nouveau Head of People, n'importe qui, dans n'importe quel poste, les gens sont hyper ouverts à discuter, contacte-les, prends du temps à discuter avec eux. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui a un petit niveau au-dessus de toi, qui pourra t'apprendre des choses. Et des fois, ça sera l'inverse. Tu vas tomber sur des gens qui seront un niveau en dessous et tu vas pouvoir leur apprendre des choses. Mais il y a toujours des enseignements à retirer de ces discussions-là. Donc, c'est mon conseil numéro 1 pour avancer dans son poste et dans sa boîte, quoi. Ok, eh ben, faisons ça. Et donc, ça laisse la porte ouverte aux gens qui ont envie de te contacter, j'ai envie de dire, Bien sûr, qui ont bien envie sûr. de poser des questions, prolonger l'échange avec toi. Je mettrai évidemment ton LinkedIn parce que c'est là où tu es quand même le plus actif Yep. en description. Évidemment, on l'a dit, vous allez recruter beaucoup de monde. Donc, si tous les gens qui nous ont écoutés ont apprécié aussi tout l'état d'esprit que tu as partagé aujourd'hui, on a parlé de Welcome to the Jungle, mais sinon, directement contacter Simon. C'est ça. Top. Et si je peux donner un conseil, et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent postuler, on rencontre tous les gens qui font des vrais efforts dans la candidature. C'est la seule chose. Je m'en fous d'avoir des CV avec des grandes écoles et des super expériences. S'il n'y a pas une manière de faire, de candidater qui sort un petit peu du commun, la chance de pouvoir passer le cap du premier entretien est très très mince chez nous. Donc c'est le conseil que je peux donner. Si vous voulez candidater, on va regarder ça de très très près parce que les gens ne font pas l'effort. Et ça, je m'en suis rendu compte, tu vois. Donc, on se rencontrera si vous faites l'effort de nous montrer que vous savez qui on est et que potentiellement vous êtes vraiment intéressé pour nous rejoindre. Oui, et avec une approche un peu peut-être moins conventionnelle qu'un classique CV lettre de motive et peut-être Ouais, voilà, envoyez-moi des ça peut. vidéos, taguez-moi sur des posts LinkedIn, taguez-moi sur Twitter, peu importe, tu vois, mais sortez du commun. Je suis même sur TikTok maintenant, je suis rentré dans cet enfer de TikTok, donc taguez-moi sur TikTok, taguez-nous sur TikTok, on sera toujours hyper ravis de vous rencontrer derrière. Excellent. Merci Simon, merci infiniment. Plein de bonnes choses pour cette sacrée année qui t'attend et qui vous attend du côté de l'Empire. On va suivre ça avec intérêt et on va en effet partager en même temps que les épisodes de ce podcast les offres en cours. Je te dis à très bientôt et puis c'était encore un vrai plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben, c'était un plaisir partagé et merci pour l'invitation, Guillaume. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe plein d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres. C'est simple, on est dispo quasiment partout. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos retours et commentaires. Continuez, c'est vraiment très précieux pour moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.